sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. Le président de la République a donc inauguré la ferme hydroponique d'Udaï. Et lancement du journal officiel électronique IJO par le secrétaire général du gouvernement et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et dans l'actualité internationale, une décision est attendue aujourd'hui sur le procès contre Israël concernant le génocide à Gaza. Voilà pour les titres, bonjour à tous. L'Observatoire géophysique d'Arta a enregistré hier soir vers 20h un séisme de magnitude 5.4 sur l'échelle de Richter et donc dans la fosse d'Obok est identifié de type tectonique. L'épicentre a été localisé à 13,3 km de la ville d'Obok et à 30 km de Djibouti-ville à une profondeur de 8 km. L'intensité macro-sismique dans les zones les plus proches de l'épicentre était largement ressentie. Il y a eu un tremblement de terre hier soir à 20 heures, pile heure locale. L'Observatoire a estimé sa magnitude 5.4 à l'échelle de Richter. C'est un séisme modéré. Son épicentre est localisé dans le golfe de Tadjoura, à 13 km au sud de la région d'Obok, de la ville d'Obok, et à 30 km de Djibouti-ville. Ce séisme a été fortement ressenti sur la ville d'Obok, où l'épicentre était très proche. Il a été également ressenti à Djibouti et Tadjoura, et faiblement ressenti sur Arta jusqu'à Al-Sabeh. Le séisme a été suivi par une cinquantaine de répliques, donc, de la majorité de faibles magnitudes. Alhamdulillah, heureusement, il n'y a pas eu, heureusement, aucun dégât n'a été déclaré. Normalement, un séisme de magnitude 5 jusqu'à 5,5 ne fait pas de dégâts. Mais par contre, il est fortement ressenti dans les régions très proches de l'épicentre. Vous le savez, il y a eu une ouverture importante qui s'est produite du 28 septembre au mi-novembre 2023, près des îles Moucha, en face des îles Moucha. Donc, cette crise sismique a créé une contrainte tectonique sur les failles qui sont situées de part et d'autre des îles Moucha. Donc, ici, on a eu un relâchement en solo de la microsismicité. On a enregistré de la microsismicité. Par contre, dans cette région, nous n'avons pas enregistré ni de la microsismicité, ni un séisme notable durant les derniers mois et même durant ces dernières années. Donc il y avait une pression énorme dans la région en face d'Obok. On attendait qu'il y ait un tremblement de terre, une ouverture dans cette région. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. On a eu un relâchement brutal qui a produit un tremblement de terre de magnitude 5.4. Dans l'actualité également, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a inauguré hier aux forêts de Daï la ferme hydroponique agropastorale. Le système de culture des plantes hors sol utilise moins d'eau, indépendant de la qualité du sol et des conditions climatiques. La superficie de la ferme hydroponique agropastorale est de 7400 m² avec un système d'irrigation dit goutte à goutte. Des variétés de légumes et fruits poussent donc dans cette ferme, notamment des tomates, concombres, courgettes, poivrons, fraises, melons, pastèques. La production annuelle de cette ferme hydroponique est estimée à plus de 180 tonnes. À son arrivée au Daï, le président de la République a été accompagné par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ils ont été accueillis par le ministre délégué à la décentralisation, le préfet de la région de Tadjoura, ainsi que l'ambassadrice de France à Djibouti et la représentante de l'Union européenne, mais aussi par des centaines d'habitants du Daï, venus nombreux pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État, ainsi qu'à la délégation venue assister
à l'inauguration de la ferme hydroponique. Cette ferme servira de centre de formation pour les agriculteurs et les éleveurs locaux et le président de la République, accompagné des différents officiels, a procédé à l'inauguration officielle de cette ferme qui est un moyen innovant, résilient et rentable. L'objectif étant de renforcer les compétences des producteurs et éleveurs locaux ainsi que les populations en vue de les enseigner les techniques et technologies de production. Et par la suite, le chef de l'État a visité les différentes plantations de la ferme hydroponique couverte par des serres qui couvrent une superficie de 240 mètres carrés chacune avec un système d'irrigation dite goutte à goutte et un système d'arrosage pour la culture des tomates et autres légumes. Et cette plantation comprend également plusieurs autres variétés de légumes comme les oignons, la pastèque ou encore l'ail. Cette ferme comprend aussi une chèvrerie moderne de 30 mètres carrés mettant en œuvre des méthodes contemporaines pour assurer le bien-être des animaux et optimiser ainsi leur productivité. Cette chèvrerie accueille avec soin 15 chèvres et un bouc repartis de manière équilibrée dans des boxes. À noter que ce projet est financé par l'Union européenne à travers le programme Appui au développement et aux initiatives locales, le programme ADIL, à hauteur de 55 millions. L'inauguration de la ferme d'hydroponique agropastorale par le président de la République représente une étape cruciale dans la promotion de l'agriculture durable et l'engagement du président pour la promotion de l'agriculture durable et résiliente à travers des pratiques agricoles modernes et respectueuses de l'environnement pour assurer un avenir alimentaire durable pour le pays. Dabbalai dabbalai dinkara dabbalai dinkara hadda hobalowa hadda hobalkayowa bari maray galbeed maray badda guuxi gud maray
Dabbalai dabbalai dinkara Dabbalai dabbalai dinkara Enda hobalowa Hadda hobalkayowa Bari maray galbeed maray Bagda guuxi guud maray Tete Tutte tutte Tete. Suivons à présent les interventions donc, du ministre de la décentralisation, Kassim Haroun Ali. Le président de la République vient d'inaugurer aujourd'hui à Daï une ferme agro-pastorale qui est unique à Djibouti. C'est une innovation et auparavant il n'y avait pas ce genre de ferme. C'est une ferme hydroponique. Qu'est-ce que c'est qu'une hydroponique? Hydroponique, c'est une culture hors sol qui produit un mètre carré des tonnes de tomates et de légumes à toutes saisons. Donc, il a fallu, personne ne croyait au début à ce projet-là, mais il a fallu la volonté du président de la République, la persévérance du président du conseil régional de Tadjoura et l'adhésion du ministère de la décentralisation pour que cette ferme voit le jour et ce projet se concrétise. Aujourd'hui, le résultat est là. Tout le monde voit ce que c'est que l'hydroponie, les bénéfices que Djibouti peuvent en tirer de cette culture et multiplier ce genre de projets dans les régions et la volonté du ministère de la décentralisation. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, nous allons décupler ce genre d'initiative. Et dans une intervention marquante, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souligné l'importance cruciale de l'association harmonieuse de l'agriculture et de l'élevage, affirmant que cette synergie nécessite un niveau élevé d'expertise et de connaissances. Le président a spécifiquement mis en avant l'importance du système hydroponique, soulignant qu'il exige un investissement conséquent en termes de travail, de formation et de suivi pour produire des résultats efficaces. Il a souligné que ce système représente un moyen puissant de développer simultanément l'agriculture et l'élevage, renforçant ainsi la sécurité alimentaire du pays et contribuant activement à la lutte contre la pauvreté. Le chef de l'État a conclu ses remarques en affirmant avec conviction que notre pays possède le potentiel nécessaire pour cultiver avec succès à travers le système hydroponique. Il a souligné aussi que cette méthode est un exemple tangible de la manière dont elle peut optimiser la production agricole et d'élevage dans notre nation, soulignant ainsi la voie vers un avenir plus prospère et autosuffisant. Hier, dans l'enceinte académique de l'Université de Djibouti, s'est déroulé un colloque d'importance capitale orchestré par le secrétariat général du gouvernement en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'objet de l'événement, lancement officiel du journal officiel électronique sobrement baptisé IJO. Cette initiative, fruit d'une réforme initiée en 2023 sous la direction éclairée du président de la République, est destinée à révolutionner l'accès à l'information juridique et administrative au sein de la République de Djibouti. Un virage numérique capital rendu possible grâce à une étroite collaboration entre le secrétariat général du gouvernement, l'ANSSI, les archives de la présidence et des juristes chevronnés. Et les IJO, encadrés par un décret adopté en 2023, marquent une avancée significative dans la modernisation du journal officiel, témoignant de l'engagement résolu en faveur de l'innovation et de la transparence. Cette plateforme électronique permet désormais la consultation électronique des lois, décrets, arrêtés et actes administratifs et avis divers couvrant la période allant de 1900 à nos jours. Suivant l'intervention du secrétaire général du gouvernement. Mesdames et messieurs, beaucoup n'hésitent pas à qualifier la révolution du numérique et de l'intelligence artificielle de troisième et de quatrième révolution. Et il est vrai que l'évolution que nous voyons aujourd'hui est
disruptive, car elle sépare désormais ceux qui ont l'information et ceux qui ne l'ont pas. Elle sépare donc les sachants et, excusez-moi le terme, les ignorants. À travers cette révolution du numérique, c'est notre intelligence à tous qui se trouve challengée. C'est notre vision et notre perception du monde qui est littéralement changée et modifiée. Je l'ai souvent dit et je le répète encore ici, le numérique change notre regard à la société. Il change notre regard à l'entreprise. Il change notre regard au travail. Il change notre regard à l'argent. Il change notre regard à l'information. Et il change notre regard à la connaissance. Et c'est conscient de ces enjeux nouveaux que nous avons initiés sur fonds propres et avec l'expertise nationale, cette plateforme électronique qu'on appelle IGO, avec l'ambition de mettre à disposition de nos concitoyens cet outil, ce formidable outil, ce remarquable trésor. Cette plateforme, elle témoigne donc de notre engagement en faveur d'une modernisation de nos institutions, en offrant un accès en ligne à l'intégralité du journal officiel. Cet outil va donc faciliter désormais l'accès à l'information légale et à l'information réglementaire pour l'ensemble de nos concitoyens, pour les professionnels du droit, pour les administrations publiques, pour les acteurs économiques, mais aussi et surtout pour les chercheurs de l'Université de Djibouti et pour vous, les étudiants et les étudiantes. Mesdames et messieurs, donc la dématérialisation du journal officiel s'inscrit dans une dynamique où le monde s'oriente inexorablement vers la transition numérique. Et nous avons eu la chance pour cela de trouver sur notre route, sur notre chemin, un véritable trésor documentaire avec les archives que nous avions à la présidence. Vous pouvez le voir ici, l'ensemble des textes législatifs réglementaires ont été conservés et vous voyez, comme je vous montre ici, le premier texte qui a été écrit à la main qui date du mois de février 1900. C'est le premier journal officiel qui a été fait à l'époque avant l'indépendance. Sur les petits graphiques aussi, là où vous voyez le premier journal officiel de la République du Djibouti, où vous voyez la proclamation d'indépendance de la République du Djibouti. Et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Ahmed, et s'est également réjoui donc du lancement officiel de ce journal électronique. On l'écoute. C'est une très bonne expérience de partager avec les différentes institutions, avec nos étudiants, les chercheurs, nos doyens. Je résumerai en quelques mots, Monsieur le secrétaire général, ce que vous avez dit et de façon peut-être différente. C'est de dire que bienheureux est l'étudiant comme les chercheurs qui peut suivre son cours sans quitter son lit. Et donc, à travers le numérique, les étudiants, sans quitter leur lit, les chercheurs, sans quitter leur bureau, ils peuvent suivre un certain nombre d'informations. Alors, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? C'est d'abord pour sensibiliser sur l'importance du journal officiel. Pourquoi vous êtes ici? C'est créer un partenariat, comme je l'ai dit tantôt. Mais pourquoi vous êtes ici? C'est également pour créer des émulations auprès de nos jeunes, auprès de nos chercheurs. Qui dit journal officiel dit la mémoire d'un pays, son évolution, son histoire, son enrichissement. Ça peut également, pour les étudiants en droit, leur permettre de comprendre quelles sont les lois, quels sont les arrêtés, quels sont les décrets, les partager, les échanger. Et les chercheurs, de comprendre comment a évolué l'histoire d'un pays, mais pas que, mais également quels sont les enjeux par rapport à une telle ou telle situation, à un moment donné, à une année donnée ou à un mois donné. Le troisième élément qui est important, c'est la dématérialisation. Plus personne ne travaille avec le papier, et d'ailleurs l'université était parmi les premières institutions à Djibouti à dématérialiser les inscriptions des étudiants, et aujourd'hui les étudiants en sont heureux. Donc ce n'est encore qu'une étape, et peut-être modestement, le secrétaire général n'en a pas parlé, on est un des rares pays en Afrique à avoir numérisé notre journal officiel. Et je pense qu'il faut saluer et féliciter l'initiative. L'initiative qui est très encouragée par le président de la République. Et encore une fois, Monsieur le secrétaire général, vos équipes, nous serons toujours très heureux à partager avec vous, à échanger. Ce n'est qu'une première étape que nous souhaitons productive et engager vraiment des enseignements
quand vous avez des experts qui viennent partager avec nos étudiants, qui sont très curieux, qui veulent en savoir davantage, nos chercheurs. Et à l'issue de cette cérémonie, nos équipes ont recueilli pour nous les impressions des uns et des autres. Le journal officiel de la République de Djibouti date même avant l'histoire du chemin de fer de Djibouti. Le journal officiel a été en premier lieu paru en 1900. Et ce qui est, alhamdoulilah, aujourd'hui vraiment à saluer, c'est cette initiative qui a débuté l'année dernière sous l'impulsion de la dynamique de l'actuel secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed Abdullahi, qui a entrepris ces travaux. Et aujourd'hui, on est en phase finale. À 85%, la plateforme électronique du journal officiel sera effective dès le 31 mars 2022. C'est un travail de longue haleine où une équipe pluridisciplinaire composée de juristes du secrétariat général du gouvernement, de l'ANSSI, ont contribué efficacement. Aujourd'hui, on est en phase finale. Et pour vulgariser cette plateforme qui a son importance, non seulement pour le développement national du pays, mais également pour nos usagers du journal officiel, va être vulgarisé auprès de professionnels de droit et surtout des étudiants en droit, des étudiants de l'université de Djibouti, ainsi que des universitaires. Ce qui est à saluer dans cette initiative de la dynamique du secrétaire général du gouvernement étant, d'une part, qu'on est l'un des premiers pays de l'Afrique, pour ne pas dire le premier pays africain, qui, malgré un retard de plus de 17 ans après leur indépendance, a pu concrétiser cette initiative dont nous allons prochainement présenter aux pays africains, aux pays frères de l'Afrique, à Washington, sous l'impulsion de la Banque mondiale. L'organisation Ben El Jedid pour le développement socio-économique a précédé à une réunion à mi-parcours du projet plaidoyer sur les politiques et projets numériques. Ce projet est financé par l'Union européenne dans le cadre appui aux organisations de la société civile. Cette réunion avait pour but de présenter ce premier bilan aux autorités, aux partenaires du projet et de recueillir leur avis. La séance solennelle de cet événement s'est déroulée au siège de l'ONG Ben El Jedid en présence notamment du secrétaire général de l'ONG et représentante du secrétaire général du ministère de la Communication, du secrétaire général du ministère délégué à l'économie numérique et de l'innovation et les représentants à cette occasion de la ministre de tutelle et la représentante de l'Union européenne, représentante de la Banque mondiale et coordinateur du système des Nations unies. Et donc c'est projet plaidoyer sur les politiques et projets numériques avait pour but des recommandations stratégiques et opérationnelles afin d'appuyer les activités des organisations de la société civile. Suivons l'intervention du chef de projet, justement. C'est un honneur et un plaisir de vous avoir parmi nous pour participer à cette réunion du projet plaidoyer pour les politiques numériques, projet financé par l'Union européenne et mise en œuvre par Ben El Jedid. Permettez-moi tout d'abord de remercier les autorités, les bailleurs de fonds, partenaires au développement et bien entendu toutes les OSC qui nous accompagnent depuis le début et qui non seulement sont les principales actrices de ce plaidoyer, mais aussi les génératrices d'idées, de réflexions et de propositions et qui seront in fine les principales bénéficiaires des travaux de ce plaidoyer. Outre la journée d'ouverture qui a eu lieu le 13 mars 2023, nous avons organisé tout au long de l'année 2023 4 réunions d'intenses débats. Le 10 mai, le 18 juin, le 28 septembre et le 19 octobre. Ensuite, nous allons entrer dans le cœur de notre réunion. 5 OSC représentatifs de toutes les OSC qui agissent sur l'ensemble de la République vont nous présenter 5 problématiques qui se sont dégagées lors de nos différents débats depuis la réunion de lancement du 13 mars.
Sous l'égide du secrétariat d'État au sport, la direction du Stade Gouled a organisé, en collaboration avec la préfecture, un atelier de sensibilisation dédié à l'hygiène et à la salubrité. Cet événement majeur avait pour ambition d'informer et sensibiliser les habitants environnants du Stade Gouled à une participation massive des leaders communautaires, des chefs de quartier et des jeunes leaders. L'atelier a bénéficié de la participation distinguée de plusieurs personnalités et au cours de cet événement, le sous-préfet Haïbé Hared Gadid a annoncé des mesures strictes à l'encontre de ceux qui déversent des déchets dans les rues et soulignant l'importance de la propreté. En plus, il a informé la population sur le passage quotidien des camions de la voirie, soulignant l'engagement des autorités à maintenir un environnement propre et sain. Consacré à la sensibilisation de la propreté et de l'hygiène autour du Stade Gouled. C'était une question vraiment très pertinente parce que ces derniers temps, nous avons observé une recrudescence des ordures autour du Stade Gouled et ceci n'est pas un fait vraiment très favorable pour l'embellissement et pour l'image même du Stade Gouled. Donc, après débat et discussion, nous avons opté pour des actions de sensibilisation et des actions de sanction. La police nationale était là, les forces de l'ordre étaient là, la sous-préfecture. Nous avons nous sommes mis en accord pour mettre fin à ces gestes, des jets d'ordures sur la voie publique menant au Stade Gouled. Donc je lance un appel à la population de préserver l'environnement de ce stade, qui est le seul symbole, le seul stade de notre ville, et de sauvegarder l'image de notre stade. Direction Tadjoura à présent, où une réunion sur l'état d'avancement des projets de développement locaux donc, a eu lieu. Il s'agissait donc de la deuxième mission de suivi dans l'objectif de mesurer le niveau d'avancement des activités planifiées afin de s'assurer du succès et de l'efficacité des projets de développement locaux, donc portés par les OSC locaux. Et les projets concernés au niveau de la région de Tadjoura sont le projet d'appui aux jardins maraîchers et fourragers pour générer de revenus de 60 femmes de Calaf, porté par l'association Groupe des femmes solidaires pour la bienfaisance, et le projet de développement des activités rurales économiques résilientes et fondées sur la préservation des ressources naturelles, porté par l'association pour la promotion de l'agro-sylvopastoralisme et de la résilience inclusive. Ensuite, vers Adailou, donc a vu la participation du président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein Omar, du secrétaire permanent de l'Association nationale des collectivités locales, Ali Roufa, et de l'assistant technique international et coordinateur du projet AIMF. Ce projet donc a permis d'apprécier le niveau d'avancement des activités depuis le démarrage des projets. Les visites de terrain respectivement sur le périmètre maraîcher ont permis de visualiser les progrès réalisés et de se rendre compte des difficultés et obstacles rencontrés. Dans le cadre de ce projet, comme cela a été dit, projet participation société civile à gouvernance et au développement local, financé par l'Union européenne, mis en œuvre par l'AIMF en collaboration avec la NCD. Donc là, on est sur le terrain, ça avance très bien, on est satisfait, et le constat est très bon. Et donc ça, c'est le but de notre déplacement jusqu'ici aujourd'hui. Et suivant à présent l'intervention du président du conseil régional de Tadjoura. En haut des montagnes, où nous sommes venus vérifier la progression d'un projet que la NCLD, en collaboration avec l'AIMF et l'Union européenne, a financé et pour le compte de l'association Paris. Et le projet en question concerne les figuiers de Barbarie. Et la région de Wéhima est connue pour la vulgarisation de cette plante, très bénéfique au niveau nutritionnel, aussi bien pour les animaux que pour le bétail. Et nous constatons une nette progression. C'est un avant vérification du chantier.
et nous les encourageons à poursuivre et voir aussi dans les prochains jours, voir ça évoluer. Mais pour l'instant, le travail se fait et là, la NCLD en est contente. Et nous aimerions aussi encourager toute la population de Ouéima, vulgariser, à prendre en compte le bénéfice de cette plante et qui sera dans le futur une plante qui va lutter contre le changement climatique et qui va lutter aussi contre la malnutrition des bétails, aussi bien pour les humains. Et dans le dossier de cette édition, pour clore l'actualité nationale, nous allons nous rendre dans la région d'Ali Sabié et vous présenter donc l'usine de cimenterie d'Ali Sabié qui emploie beaucoup de jeunes locaux donc, et participe ainsi au développement donc, de la région d'Ali Sabié. C'est un magazine de la rédaction. Tout commence ici, à Boholé, au pied du mont Arré, situé à 3 km de la cimenterie. C'est là que sont extraits l'essentiel des matières premières pour la production des ciments, un ciment Mère Djibouri. Une fois les ressources extraites, elles sont acheminées sur le site, notamment déversées dans un concasseur primaire qui réduit les roches à une petite taille. Ensuite, un convoyeur achemine vers un concasseur secondaire qui les broie encore plus. Mais avant, il faut s'assurer de la qualité des matières premières pour une production optimale. C'est pourquoi la cimenterie Arré dispose d'un laboratoire à la pointe de la technologie. Dans l'industrie du ciment, de nombreux tests sont effectués pour déterminer la caractéristique du ciment afin de déterminer la conformité du produit aux exigences de qualité. Ces essais doivent être effectués dans un environnement où les conditions particulières sont observées. Lors de son stockage, le ciment est prélevé, analysé chimiquement, physiquement et des essais de résistance sur mortier normalisés sont réalisés afin de garantir son niveau de qualité. Une fois les conditions réunies, les techniciens vont lancer la production. En effet, la composition classique du mélange cuit dans les fours du cimenterie est de 80% de calcaire et 20% d'argile. Les deux éléments sont préparés par broyage, cuits à très haute température. Les ajouts au clinker permettent d'optimiser les caractéristiques prises et les caractéristiques mécaniques du ciment. Selon Idriss Ali, directeur technique, la cimenterie n'a pas encore sa capacité maximale, mais produit déjà plus de 550 tonnes par jour. La capacité générale de la cimenterie est de 600 tonnes par jour, mais pour le moment, nous sommes entre 500 et 550. On n'atteint pas une production maximale d'un seul coup. Il faut du temps. C'est au fur et à mesure que nous pourrons fonctionner à plein régime. Du point de vue de la qualité, je peux dire que nous sommes à 100%, même si nous ne produisons encore qu'à 80% de notre capacité. Avant, nous avions quelques soucis techniques, mais là, nous avons maintenu notre production et nous atteindrons, si Dieu le veut, les 100%. Le secteur du bâtiment étant en plein essor dans le pays, la cimenterie Arré devra augmenter sa capacité. Sur un autre plan, la cimenterie emploie à plein temps un nombre avoisinant 200 individus dont fait partie Mahdi Elmi, originaire de la région. Avant, je travaillais un peu partout, mais depuis 2013, je travaille dans cette cimenterie. Comme je suis originaire d'Ali Sabié, ça a été une grande opportunité pour moi. Depuis que j'ai commencé à travailler ici, depuis 2013, je n'ai été témoin que de progrès. Je suis transporteur. Avant, je livrais à PK12. Mais comme la quantité a augmenté, nous avons déménagé et je livre en ce moment à PK15. L'un des objectifs qui était de réduire le prix des ciments a été atteint. Aujourd'hui, les responsables ont une autre option
à long terme. Satisfaire entièrement le marché local, certes, mais aller également plus loin en exportant ce produit à 100% made in Djibouti. Et là, nous passons à l'actualité régionale et internationale. Au Burundi, léger rebond de l'économie attendu en 2024 selon le Fonds monétaire international. L'économie du Burundi devrait croître de 4,3% cette année contre 2,7% en 2023. Avec une population de 12 millions d'habitants, l'économie du Burundi dépend fortement de l'agriculture, en particulier du thé et du café. L'augmentation des prix à la pompe et la hausse du volume des importations du carburant ont aidé à stabiliser coûts et contenir les subventions du carburant et réduire ainsi les pénuries de carburant. Une équipe du Fonds monétaire international s'est rendue à Bujumbura le 11 janvier dernier pour discuter du premier examen de l'accord d'une durée de 38 mois au titre de la facilité élargie de crédit d'environ 261,7 millions de dollars approuvée l'année dernière. Au Mali, une mine d'or clandestine s'est effondrée à la fin de la semaine dernière au Mali, tuant plus de 70 personnes, a déclaré un responsable, et les recherches se poursuivent alors que l'on craint que le bilan ne s'alourdisse. De telles tragédies sont courantes au Mali. Troisième producteur d'or d'Afrique, les mineurs artisanaux à petite échelle et informels sont souvent accusés d'ignorer les mesures de sécurité, en particulier dans les zones reculées. On estime que l'exploitation artisanale de l'or produit environ 30 tonnes d'or par an et représente 6% de la population, de la production annuelle d'or du Mali. Le ministère des Mines a estimé que le pays disposait de 800 tonnes de gisements d'or. Le pays compte également environ 2 millions de chercheurs d'or opérant dans quelques 300 sites d'exploitation artisanale. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition. Aujourd'hui, vendredi, les juges des Nations Unies rendront leur décision sur une demande présentée par l'Afrique du Sud visant à imposer des mesures d'urgence contre Israël qui fait face à des accusations devant la Cour internationale de justice pour avoir commis des crimes de génocide en relation avec son opération militaire dans la bande de Gaza. Au 112e jour de l'agression israélienne contre Gaza, l'armée d'occupation a continué de commettre des massacres et de cibler des civils dans toute la bande, tandis que 38 officiers et soldats auraient été blessés dans de violents combats. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.